Je suis ravie d'avoir été invitée ce soir par la EPS et je vous remercie vraiment particulièrement parce que le choix de la thématique est quelque chose qui m'apporte vraiment personnellement dans le contenu de mes cours et puis dans ce que peut apporter le handball à l'éducation en général. Donc je pense que le fait d'avoir un regard croisé, on entendra tout à l'heure nos collègues CTF par rapport à l'activité sociale de référence, que nous on triture dans tous les sens, et eux je pense un peu moins, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc un grand merci. Et moi j'ai décidé aujourd'hui là, de vous parler de liberté. C'est aussi une des valeurs de la République, donc on va y venir progressivement. Je passe à l'exercice comme tout le monde, hein. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Donc je l'ai défini de la manière suivante. Pour moi, prioritairement, vivre ensemble, ce sera jouer ensemble. Puis après, je me suis posé des questions, jouer ensemble. Donc c'est jouer avec. Les collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est aussi jouer contre. C'est être capable d'échanger dans le jeu, par la gestuelle évidemment, mais aussi échanger à propos du jeu. On vous a parlé de débat d'idées, de temps de concertation. Je m'inscris pleinement dans cette tendance et cette mouvance-là, qui ne peut pas se mettre en place sans une observation. L'observation de mes collègues était outillée tout à l'heure, elle sera exactement la même pour moi. Je vais vous parler aussi d'un ratio d'efficacité collective, je vais vous parler de performance individuelle. Enfin, on va se retrouver sur beaucoup de propos qui ont été tenus par Teddy et Guillaume. Donc vivre ensemble, c'est aussi décider au sein du collectif, c'est s'affirmer, écouter, assumer ses responsabilités. Et je crois que c'est quelque chose de très important au sein d'un collectif, être capable individuellement de pouvoir assumer les choix qu'on fait. Il a été question beaucoup de choix tout à l'heure, on va y revenir encore, parce que sans choix, dans une activité où l'incertitude est très présente, on ne fera pas progresser nos élèves. Il faut qu'on les amène à choisir. Comment on le construira, on verra. Respect, évidemment, j'aurais pu en faire toute une liste, je me suis arrêtée là. En tous les cas, un objectif commun, jouer ensemble, en précisant bien jouer avec et jouer contre, les collègues l'ont dit aussi tout à l'heure, pour gagner le match, grâce à la performance de chacun. Donc on va avoir la même chose, hein, la valence collective, qui va tracter l'équipe. Et moi je vais vous parler un peu plus que de l'équipe, je vais vous parler du club. Je fonctionne en club au sein de mes groupes. On verra ça ensemble. Et comment faire que la performance individuelle de chacun puisse apporter au collectif. Donc en définissant le vivre ensemble au handball, ce serait jouer ensemble en poursuivant un projet collectif qui permettra de répondre aux contraintes de l'affrontement, tout en permettant à chacun de se réaliser dans l'objectif commun qui sera de gagner le match. Donc les valeurs, l'école, le vivre ensemble à l'école, hein, c'est, on veut dire, enfin, je pense vraiment que l'école est un microcosme de la société et qu'on doit s'appuyer sur nos valeurs républicaines pour pouvoir aider, guider nos élèves. Mais quel choix de valeurs on fait? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce qu'il y a une priorité? C'est pas simple en tant qu'enseignant. Comment on s'y prend? Moi, quand j'ai démarré l'enseignement des sports co à l'école, hein, dans ma carrière d'enseignante, j'avais pas beaucoup de matchs qui arrivaient à leur terme, sans bagarre, sans insultes, sans manque de respect vis-à-vis des partenaires, des adversaires, de l'arbitre, et j'en passe. Et à partir de là, quel choix on fait pour que chacun puisse jouer ensemble? Donc, dans la devise républicaine, on retiendra liberté, égalité, fraternité. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais mettre moi la focale sur la liberté. Et puis, si je me penche dans les textes éducatifs, et prioritairement à ceux de l'éducation physique, on a une finalité aujourd'hui qui a évolué, hein, qui n'était pas celle-là il y a quelques années encore. Le PS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. À partir de là, former un citoyen lucide, forcément ça va nous intéresser. Moi je mettrai l'accent énormément sur l'autonomie. Si la liberté est une valeur, pour moi je vais faire un lien avec l'autonomie qui permettrait d'être la compétence qui vise cette valeur-là. Et en reprenant mon projet que je vous ai énoncé sur la diapo précédente, je me suis amusée, entre guillemets, à voir quelles valeurs, quelle visée éducative on pouvait avoir. Donc projet collectif, solidarité, fraternité, qui permettra à l'équipe de s'adapter autonomie, s'adapter aux contraintes de l'affrontement. Il s'agira à ce moment-là d'être lucide. Et dans l'affrontement, bien sûr, il y a une égalité des chances au départ. On respecte tous les mêmes droits par des règles qui nous régissent.
et tout en permettant à chacun de se réaliser. Et là, derrière, je veux y voir les missions ou des valeurs qui seraient sur la liberté, l'autonomie, l'épanouissement, dans un objectif commun qui serait de gagner le match. Pourquoi la liberté? Parce que dans l'école, j'ai encore cette impression qu'on est toujours sur, effectivement, des règles à respecter, des devoirs peut-être plus que des droits. Et j'ai envie de mettre en avant que l'école peut être un lieu où on peut s'exprimer pleinement, où on peut y découvrir un accès à la liberté. Et on verra tout à l'heure en définissant la liberté, que la liberté, c'est pas la porte ouverte, à chacun fait ce qui lui plaît quand il le souhaitera. Et par rapport à ça, pour que mes élèves acquièrent cette liberté-là, en tout cas qu'on vise cette liberté, je veux les rendre de plus en plus autonomes dans leur pratique. Donc, on parlera tout à l'heure de technique, on ira jusque-là. Et je souhaite qu'ils puissent accéder à leur plus haut niveau de compétences en ayant acquis des connaissances, mais aussi des savoir-faire qui leur permettront de viser cette finalité du vivre ensemble. Teddy et tout à l'heure Guillaume nous ont parlé de la didactisation de ces valeurs. Je m'inscris dans leur lignée, je m'appuie aussi sur les travaux de Méhart, où si on ne pense pas à l'enseignement, de ces valeurs, donc on sera obligé de didactiser. On vous a parlé de contenu d'enseignement tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il va falloir expliquer comment on peut amener nos élèves à jouer au handball en toute liberté, en devenant autonomes dans leurs choix, dans leurs décisions au sein du collectif. Il faut faire ensemble, ils vous l'ont dit. Et par rapport à ça, l'autonomie, même si elle va concerner un individu au départ, on s'inscrira aussi dans l'autonomie collective de l'équipe par rapport aux choix qu'on fera. Et on va avancer un peu plus. Donc sur la liberté, donc j'ai pris, pas la première, j'ai trouvé une définition qui m'interpellait, possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. C'est pas forcément sur la définition de la liberté en tant que telle que je souhaite m'arrêter, mais aussi sur ce que nous avons tendance à occulter par rapport à cette valeur-là. Si on reprend les propos d'un professeur de philo qui dit « Je reconnais dans l'existence d'autrui des droits que je veux qu'il respecte à mon égard. Il s'agira de comprendre que la liberté est toujours une affaire commune, qui suppose des règles communes. » Ça va m'intéresser pour que, au niveau du collectif, oui, je peux être libre des actions que je vais décider dans mon jeu, mais je dois toujours en référer à des règles communes, parce que sinon on ne pourra pas jouer ensemble. Et à partir de là, la liberté, comme le dit Delattre, c'est bien une affaire commune qui va supposer des règles communes. Donc on pourra prendre l'exemple du code de la route, et par rapport à ça, si effectivement j'ai la liberté de circuler là où je veux, de faire les kilomètres que je veux, c'est bien parce que des règles ont été à un moment donné pensées, qui évoluent, parfois d'ailleurs sur l'augmentation de la vitesse ou sa réduction, etc. Et par rapport à ça, puisqu'il y a des règles qui me permettent de circuler avec tout le monde, je vais pouvoir avoir la liberté d'aller là où je veux. En handball, je vais transposer, oui, on est dans le même espace de jeu, on a tous un 40-20 à partager, on n'a qu'un ballon, et puis il y a une équipe qui va jouer contre une autre, et il va bien falloir qu'avec ceci, on arrive à jouer ensemble. Jouer ensemble, on a dit, jouer avec et jouer contre. Et par rapport à ça, sur cette liberté que je revendique dans le jeu, c'est faire comprendre à nos élèves, à nos joueurs, je tiendrais le même discours si je prenais la casquette de l'entraîneur fédéral, je souhaite que mes élèves aient compris les possibilités que leur offre la règle. J'ai pas dit ce qu'ils doivent respecter, j'ai bien dit la possibilité, les pouvoirs d'action que va leur offrir la règle, avec un grand R, ou les règles du jeu, ou les règles qui nous permettront de fonctionner ensemble. Je me suis appuyée là je suis allée sur le site d'éducation, là, .gouv, et puis j'ai retrouvé les propos d'un auteur qui parlait de la relation entre la liberté, la fraternité et l'égalité. Et à un moment donné, dans la réflexion, il y a une phrase qui m'a interpellée, elle se révèle la liberté indissociable de l'égalité. C'est parce que les autres ont des droits égaux aux miens que ma liberté est limitée par le respect de la leur et leur
leur liberté limitée par le respect de la mienne. Ce qui veut bien dire que, par rapport à ça, si je veux pouvoir être libre dans mon jeu, je vais accepter que les autres aient les mêmes règles que moi. On est régi effectivement par ces mêmes règles-là pour pouvoir jouer ensemble. Et la connaissance de cette règle, c'est donner déjà un pouvoir aux joueurs et aux élèves. Dans le sens de, c'est pas je n'ai pas le droit de faire plus de 3 pas, sinon il y a marché. J'ai la possibilité, l'activité m'offre la possibilité de pouvoir courir sur 3 appuis pour pouvoir gagner du terrain, me rapprocher de la cible adverse. J'ai la possibilité d'utiliser 3 secondes pour voir ce qui se passe et discriminer la meilleure information pour avoir le meilleur choix effectué. J'ai la liberté de pouvoir échanger si je le souhaite ou partir en dribble si je ne l'ai pas encore fait. C'est cette liberté-là qui m'intéresse parce que cette liberté-là va donner des pouvoirs aux joueurs, comme je le disais, et j'espère qu'on va, avec cette connaissance-là, pouvoir leur permettre d'accéder à une technique. Alors comment je cours balle en main, comment je cours en dribblant, comment je vais dribbler en débordant, etc. Et effectivement, c'est ce savoir-là, ce savoir et savoir-faire, puisque si on parle du dribble, si on parle du dribble de débordement pour pouvoir effacer son défenseur, effectivement, il s'agira bien de construire un savoir et un savoir-faire pour pouvoir être libre et autonome dans mon jeu. Donc pour moi, si on dit qu'on didactise, il va bien falloir se jeter à l'eau, donc moi je me jette à l'eau ce soir. Et pour moi, les 3 déterminants de la liberté dans le jeu, ce serait de permettre à mes élèves d'accéder à l'autonomie. Et l'autonomie, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui se détermine par des règles librement choisies. Alors, les règles librement choisies, c'est, je l'entends aussi comme le fait de pouvoir choisir tout ce que l'activité va me proposer, dans tout ce qu'il est possible de faire pour pouvoir devenir autonome, choisir, etc. Donc l'autonomie dans le jeu, ça va être de pouvoir décider librement de l'action à effectuer parce que je dispose du savoir et du savoir-faire qui vont effectivement pouvoir me permettre de le faire. Par rapport à ça, je vais voir principalement 2 types d'autonomie qui seraient l'autonomie décisionnelle dans le jeu. Vraiment, là, on est au cœur du match, on est au cœur de la situation et à partir de là, comment je vais amener mes élèves à faire des choix pour pouvoir être plus autonome, viser la liberté, etc. Et puis, une autonomie qui sera relationnelle, où vous comprendrez un peu plus tout à l'heure quand je vous parlerai de la manière, par exemple, dont je fonctionne en club. Dans mon club, je vais avoir 2 voire 3 équipes, et à partir de là, comment on va leur apprendre à travailler ensemble, à s'observer. On parlait de temps de concertation, comment on va revenir effectivement à ces temps de concertation-là pour pouvoir être autonome aussi dans nos relations, pour faire avancer notre projet collectif. Et on verra que je vais vous parler de la même chose que Teddy et Guillaume. Donc le deuxième pilier, vous l'avez compris, on en a déjà un petit peu parlé, ce sera effectivement le savoir. Donc c'est tous les possibles que va m'offrir l'activité en termes de connaissances, sur les règles évidemment, on en a parlé et forcément on en a besoin, mais aussi en termes de connaissances techniques. Qu'est-ce qu'il faut que je sache pour pouvoir ensuite savoir faire? C'est pour ça que j'ai mis connaissances et capacités. Et si on n'a pas un minimum de savoir, comment on va pouvoir accéder à notre 3e pilier qui serait le pouvoir de décision? Sans savoir, je ne peux pas décider. Si je ne sais pas tout ce que l'activité m'offre, je ne peux pas décider, je ne peux pas faire le bon choix dans la situation de jeu qui se présente à moi. Donc au niveau de la décision, il est bien sûr question de choix, et c'est être capable de choisir pour m'adapter à la situation qui est en train de se produire, et par rapport à ça, je vais agir, et en agissant, je dois assumer, dans ce souci du vivre ensemble, la responsabilité de mes actes. Ça veut dire que je ne vais pas prendre le tir n'importe quand, n'importe comment. Ou si je le fais, ça va nuire au rendement de mon équipe. Effectivement, si on veut pousser dans le sens de devenir plus autonome individuellement, il faudra faire attention au curseur pour être sûr que l'autonomie collective, pour pouvoir gagner ensemble, ne soit pas mise à mal.
Donc pour aller un peu plus loin sur le fait de pouvoir didactiser une valeur, j'organiserai ces 3 déterminants, on va les voir réapparaître là, de la manière suivante. Donc jouer au handball en toute liberté, pour moi ce serait accéder à l'autonomie, on a dit relationnelle, décisionnelle, faire des choix en fonction du savoir, et le savoir c'est l'identification du jeu de mes adversaires, être capable de repérer dans le jeu ce que font mes adversaires. À ce moment-là, j'ai la balle en main, il va falloir que je la donne parce que j'ai épuisé toutes les possibilités que m'offrait l'activité. Donc qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? J'ai forcément besoin de lire ce que me proposent mes partenaires. Donc c'est aussi dans le savoir être capable d'identifier, de repérer des déterminants, des indicateurs qui me font dire que je vais pouvoir jouer avec un tel, puisque là il est disponible. Je ne peux pas jouer avec lui, parce que lui là, il est encore en train de se démarquer, il ne l'est pas encore tout à fait, je ne vais pas pouvoir lui libérer la balle. Et puis on a parlé des possibles de l'activité, et ceci n'est pas possible sans un savoir mobilisé. J'ai parlé du savoir, des connaissances, du savoir-faire, les capacités, mais si je ne sais pas mobiliser mes ressources à l'instant T, j'ai beau savoir plein de choses, si je ne suis pas capable dans le bon timing de les mobiliser à cet instant-là, je vais passer à côté du meilleur choix réalisé. Donc ces choix pour s'adapter et décider de l'action effectuée, toujours au service du projet collectif. Donc forcément, c'est faire des choix, donc je vais me livrer, je vais vous parler de ma démarche d'enseignement, qui sera forcément réfléchie autour d'une pratique adaptée. Et cette pratique, alors ceux qui étaient là l'année dernière à l'atelier ont découvert pour certains le Honda 4, d'autres le connaissaient déjà, je veux penser à mes étudiants encore ici présents et puis quelques collègues qui me suivent déjà un petit moment, enfin depuis un petit moment. Et par rapport à ça, au niveau de la pratique, je vais vous parler d'une activité qui vient d'être labellisée, courant 2016 par la Fédération française de handball, et c'est le Honda 4. Et par rapport à ça, on se rend compte que si vous regardez là l'échelle prise, on va pouvoir mettre 3 terrains dans un terrain de handball. On va essayer de damer le pion au badminton, pour revenir au propos que tenait mon président tout à l'heure, et faire en sorte que le handball redevienne le sport numéro 1 au niveau de l'école, ou en tous les cas sur le podium. Pour le moment, si on regarde le choix des élèves au bac, on oscille entre la 8e position chez les garçons, la 15e chez les filles, mais on est toujours dans le top 10 une fois qu'on a fait le ratio entre les deux. Top 10, pour moi, qui a une double casquette, d'enseignante d'éducation physique, spécialiste de l'activité, et puis élue à les ligues de handball, ça me semble important de gagner du terrain par rapport aux autres offres de pratique qu'on va proposer à nos élèves. Donc le Honda 4, ça vous permet de pouvoir jouer avec 6 équipes de 4 en même temps, 24 joueurs, et on peut encore avoir, je pense aux classes de seconde, où parfois on a jusqu'à 35 élèves. On va aussi s'appuyer du coup sur ce reliquat, entre guillemets, pour pouvoir participer dans notre démarche d'enseignement aux autres rôles que le rôle de joueur, mais qui me semble tout aussi important pour pouvoir permettre aux joueurs d'être le plus performants possible, en toute autonomie, pour pouvoir jouer à handball en toute liberté. Donc je veux parler des observateurs et je veux parler des arbitres. S'il n'y a pas d'arbitre, on ne pourra pas jouer de toute manière. Alors, je vais vous montrer quelques images, alors pas l'intégralité de ce que je vous ai mis là. On va voir 3 moments, un moment avec des élèves de 6e, un moment avec des étudiants STAPS en L1 qui ne sont pas spécialistes, puis un moment avec des spécialistes, des étudiants issus de mon STAPS. Alors les élèves de 6e, c'est les élèves de Johan, ici présents, chez qui je suis allée pas mal l'année dernière filmer, voir comment on travaillait avec le numérique, et ils travaillent en Honda 4, donc forcément ça m'intéressait fortement. Et par rapport à ça, on va voir qu'on a un effectif réduit, forcément on joue à 4. Donc par rapport à ça, moins de monde sur le terrain. S'il y a moins de monde, les élèves devraient être amenés plus souvent à posséder le ballon. Donc si on possède plus souvent le ballon, on devrait être amené aussi à faire plus souvent des choix. Et ces choix, ça m'intéresse. On a dit qu'on les reliait à autonomie, liberté, donc c'est quelque chose qui m'intéresse pour ça.
Le handicap, c'est une prise d'information que je vois facilitée forcément par un nombre plus réduit d'acteurs sur le terrain, des informations plus simples à discriminer, du fait de l'effectif réduit, puis d'un espace adapté. Donc a priori, ce sera plus simple de s'adapter pour pouvoir décider. Après, on pourrait aussi mettre en avant le fait, on vient de le voir là, un joueur qui accède fréquemment au duel tireur-gardien de but, a priori, dans cette forme de pratique, on accède bien plus souvent au tir que quand on joue sur un terrain normal où il faut déjà remonter 40 mètres pour pouvoir avoir le choix, enfin le droit, pardon, de s'éprouver face au gardien, de connaître le plaisir du but marqué. Donc là, j'ai parlé du côté de l'apprentissage, je vais me mettre maintenant du côté du prof et de l'enseignement. Ce qui m'intéressera dans cette pratique-là, c'est de pouvoir articuler les rôles sociaux avec le pôle moteur. Donc on a dit, des élèves ont toujours un rôle à jouer quoi qu'il arrive, j'en ai jamais un qui sera sur la touche, et à partir de là, je vais avoir, on a dit, des joueurs, des arbitres, des statisticiens, et on va pouvoir ensuite travailler sur notre projet collectif. Et c'est la combinaison de ces trois rôles, dans ma démarche d'enseignement, qui les amènera à mieux vivre ensemble, puisqu'on recherche à faire ensemble de manière permanente. Et par rapport à ça, pour pouvoir articuler ça, je vais mettre un focus important sur l'observation, mais cette observation, comme Teddy et Guillaume en ont parlé tout à l'heure, elle sera outillée. Ensuite, ce Lambda 4, il permet de faire jouer un maximum d'élèves, je ne vais pas en reparler, je vous l'ai dit, et puis ça me permet aussi de pouvoir gérer l'hétérogénéité. J'en arrive à mon petit carré noir. Permettre de gérer l'hétérogénéité de niveau et puis de sexe, c'est-à-dire plutôt de mixité, où dans une classe on a des garçons et des filles, et j'en suis très heureuse puisqu'il va bien falloir qu'on leur apprenne aussi à l'école à pouvoir vivre ensemble si on veut qu'ils soient des acteurs responsables dans la société de demain et qu'ils soient capables de faire des choix en toute autonomie parce qu'effectivement ils sauront comment s'y prendre, et j'ose espérer que ma contribution, très modeste soit-il, on en est bien d'accord, puisse contribuer aussi à ces choix-là. Donc je reviens à ma démarche d'enseignement. Je jouerai toujours en Honda 4 dans le milieu scolaire. J'ai un petit point qui me gêne pour le moment, je fais appel à l'inspecteur ici présent. Je suis un peu embêtée avec l'évaluation au baccalauréat, qui nous impose de jouer en effectif réduit, ça je suis ravie, mais à 6 contre 6. Le 6 contre 6, du coup, ça me pose problème parce que quand j'en ai 12 qui jouent, je peux en avoir jusqu'à parfois 20 qui sont à côté, à essayer de s'intéresser. Si le prof est bon, on y arrive plutôt bien, mais pas toujours. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à toujours parler d'effectifs réduits, mais sans limitation d'effectifs, pour que ça puisse laisser encore plus de liberté à l'enseignant, qui laissera davantage de liberté et d'autonomie à ses élèves. J'espère que tu m'as entendu, Cédric. Alors, donc on avait dit une démarche qui est forcément réfléchie autour d'une pratique adaptée et d'une articulation des compétences motrices, méthodologiques et sociales. Méthodologique, l'observation, la restitution des observations, on va y venir, pour augmenter le ratio d'efficacité collective. Alors, je passe après Guillaume et Teddy. D'accord ? On va avoir des points vraiment très très communs, vous allez voir, tout à l'heure en les écoutant. Je me dis, c'est bien, je vais gagner du temps, parce que, oui, on avait 30 minutes, tout le monde a pris un petit peu plus que ce qu'il ne fallait, donc je pense que du coup, je vais pouvoir en gagner. Mais en fait, ce que je veux surtout dire, c'est qu'on est très proche dans les propositions qu'on va faire. Alors, on en discutera certainement dans le débat après, il y a quand même des choses qui nous différencient, on va voir si on les identifie, mais effectivement, il y a quelques points qui vont nous identifier, nous différencier.